Salut, on se retrouve cet après-midi pour parler culture associée. C'est un thème qui est pas mal évoqué en permaculture. Et souvenez-vous, la dernière fois, lors de la vidéo consacrée à l'abordage d'une planche en permaculture, on y trouvait pas mal d'espèces qui cohabitaient ensemble. Et donc ça me permet de rebondir aujourd'hui sur ce thème qui est celui des associations favorables ou au contraire des associations défavorables avec une culture. On trouve pas mal de bouquins sur ce sujet en littérature, mais également sur internet. On trouve également des tableaux tout faits où dans une colonne on a la culture que l'on souhaite mettre en place, et une autre colonne à côté on a la culture associée favorable qui peut être implantée, et dans une autre colonne on trouve encore souvent la culture défavorable, et on trouve donc la liste des légumes qui ne sont pas compatibles avec celle qu'on veut mettre en place. Et donc ces tableaux, ils ont le mérite d'exister et de voir d'un clin d'œil des choses qu'on peut associer ou pas associer ensemble. Par contre, ça me paraît quand même assez réducteur et perdre le sens du tout. Il y a des auteurs qui parlent souvent, il y a des auteurs qui nous disent que le tout est plus que l'ensemble des parties. Et on a des auteurs aussi qui nous disent l'inverse, hein, qui nous disent que les parties sont plus que le tout. Donc on peut le voir dans les deux sens, mais à mon sens, à trop vouloir réduire les choses, ça perd son sens. Si bien qu'on arrive au final, à force d'étudier juste les associations de manière binaire comme ça, et très détaillée, on arrive à des choses où finalement le jardinier, il ne sait pas pourquoi il agit, ou il agit dans un objectif qui est entre guillemets à côté de la plaque. Donc qu'est-ce que j'entends par à côté de la plaque? C'est-à-dire par exemple je peux faire une association dans mon jardin d'une culture avec une plante aromatique pour repousser un nuisible. Or si j'ai pas ce nuisible dans mon jardin, il n'y a pas forcément d'intérêt de se préoccuper d'un problème qui n'existe pas encore. Alors vous me direz, la permaculture, c'est censé être une démarche préventive, et donc par prévention, rien n'empêche d'apporter des éléments qui contribuent à quelque chose, même si on n'a pas encore détecté le problème. On est vraiment dans du préventif, hein, pour éviter ensuite d'avoir recours à des traitements, etc. Donc oui, mais je suis d'accord avec ça. Par contre, de là je trouve que dans l'agriculture, il y a suffisamment de problèmes et qu'on a déjà pas mal de choses à surmonter au quotidien, que ça peut devenir délicat pour quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui veut se lancer dans les cultures associées de prendre à la lettre ces histoires d'associations favorables ou défavorables, et on risquerait à la limite peut-être des fois plus de s'y perdre, ou ça peut devenir bloquant. Voilà, c'est ça c'est le terme que je cherchais. Ça peut devenir bloquant et devenir un sujet de préoccupation majeur, alors que ça ne doit pas l'être à mon sens. C'est comme si demain je vous disais quand on jardine avec la Lune, il faut jardiner avec la Lune et il faut tenir compte à tout prix des cycles lunaires. Et par exemple, utiliser le calendrier de la biodynamie euh, qui nous demande de respecter des critères très très précis sur des créneaux horaires hyper ciblés. Et à mon sens, ça peut devenir bloquant, dans le sens où par exemple le jour où on nous préconise de faire un semis, ce jour-là malheureusement il pleut, ou la terre n'est pas ressuyée, et donc on va faire un semis vraiment de mauvaise qualité sur une planche de culture. Et donc voilà, on est typiquement dans un cas où on a voulu se préoccuper d'un principe à la lettre, l'appliquer à la lettre, et finalement on va se retrouver avec quelque chose qui est devenu bloquant. Et ça, c'est vrai pour la Lune, mais ça pourrait être pour plein d'autres choses. Ça pourrait être l'utilisation hyper rigoureuse de purins, ça pourrait être l'électroculture, enfin bref, tous les thèmes liés à l'agriculture. Du moment où on va se cibler sur un truc qui est hyper spécifique et qu'on va essayer de l'appliquer à la lettre, je me demande à quel point en fait à un moment ça ne devient pas bloquant et contre-productif pour le jardinier. Pour en revenir à cette histoire d'appliquer des associations et sans savoir l'objectif qui est recherché derrière, il y a une association qui me vient directement à l'esprit. C'est souvent, on retrouve entre nos pieds de tomates des œillets d'Inde.
C'est vraiment la culture associée type du jardinier. Et par contre, si on pose la question aux jardiniers pourquoi ils ont mis des œillets d'Inde au pied des tomates, je pense qu'on va avoir des réponses très disparates. Et, la question en fait de vouloir éloigner des nématodes par voilà, les, euh, les, les substances dégagées par les racines des œillets d'Inde, je pense qu'elle arrive assez tard finalement. Il y en a beaucoup qui vont nous dire que c'est plutôt par souci d'esthétique, peut-être d'autres par des questions de pollinisateurs, pour attirer les pollinisateurs. Encore que je ne suis pas sûr que les abeilles viennent butiner les œillets d'Inde, il faudrait le vérifier. Enfin, laissez vos commentaires si vous savez, si vous en savez plus à ce sujet-là. Honnêtement, je ne sais pas. Donc voilà, pour vous dire que finalement, il y a plein de raisons de mettre des cultures associées dans notre jardin. Je crois au bienfait des cultures associées dans le sens où il y a des choses qui se passent au niveau racinaire dans le bon sens, des associations bénéfiques ou à l'inverse des relations d'ordre allélopathique, c'est-à-dire des substances qui sont dégagées par certaines plantes en vue d'inhiber la croissance d'autres espèces. Je crois aussi à la confusion olfactive, notamment des aromatiques, qui vont créer des grandes ruptures dans notre jardin pour éviter que nos ravageurs ils partent d'un point A et ils aillent à un point B en ravageant tout l'espace voilà, d'une culture. C'est souvent l'exemple qu'on prend dans une monoculture. Je crois à tout ça, mais de manière à l'orchestrer de manière très rigoureuse, très pointue et à attendre des résultats très spécifiques. Je pense qu'il faut nuancer tout ça. Et il ne faut pas prendre ce principe à la lettre. Donc pour ma part, ma façon de procéder, elle est la suivante. J'essaye déjà de partir non pas des associations en elles-mêmes directement, mais de ce que je veux voir dans mon assiette, des légumes que j'aime et que je réussis bien dans mon jardin. Et une fois que la saison arrive et qu'au moment de faire mon semis sur ma planche ou de mettre en culture un espace, de me poser la question qu'est-ce que je vais mettre à cet endroit-là, et bien finalement c'est là où je vais essayer de construire mes associations en fonction de plein de paramètres. Et il y a un autre paramètre qui me paraît qui est important pour moi, c'est l'occupation de l'espace. J'ai un petit jardin, j'essaye de maximiser la densité sur ces espaces et donc j'essaye de travailler sur la hauteur. Et donc par exemple pour moi l'association des trois sœurs, la culture des haricots, maïs, courges, elle me paraît très pertinente dans le sens où elle occupe tout l'espace. Je vais obtenir des légumes qui ont vraiment un intérêt pour moi, les courges et les haricots. Et le maïs, lui, il servira aux poules. Donc pour moi, c'est vraiment l'aspect pratique qui doit primer. Pareil, un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est l'association radis-carottes, où les radis récoltés au bout d'un mois vont laisser la place au bon développement des carottes. On en profite pour faire un petit désherbage, un petit éclaircissage s'il faut. Voilà, tout ça c'est pratique. Comme dans mes zones de fraisiers, j'aime bien rajouter des poireaux qui vont venir se loger entre les fraisiers, trouver de la lumière, avec si possible ces effets d'interaction racinaire bénéfiques. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, je prends le problème à l'envers, c'est-à-dire que d'abord je réfléchis aspect pratique et ce que je veux voir dans mon assiette, et ensuite je regarde éventuellement sur un tableau pour voir s'il n'y a pas des grandes incompatibilités, sachant que ne faut pas oublier non plus les principes de l'agronomie qu'on a acquis par l'expérience, maintenant qu'on connaît, qui sont les problèmes d'accès à l'eau, aux nutriments et à la lumière. Les histoires de rotation des cultures, donc pas faire succéder la même famille botanique sur la même planche. Voilà, tout ça, c'est des principes de l'agriculture conventionnelle et traditionnelle telle que nos anciens la pratiquaient. Et on sait que ça marche globalement. Et à mon sens, ça vient avant les histoires d'allélopathie et ces histoires de symbiose racinaire, même si encore une fois je pense qu'il ne faut pas les négliger, et sûrement que l'avenir nous en apprendra beaucoup à ce sujet là, puisque c'est quand même des thèmes qui sont assez récents.
Juste voilà, pour revenir sur l'histoire de l'expérience, les anciens ils avaient déjà observé des choses, hein. Ils nous disaient par exemple qu'il ne faut pas cultiver sous un noyer, ne pas faire la sieste sous un noyer. C'est un exemple qui revient souvent. Et j'ai un voisin qui possède un noyer en bordure de son jardin et donc depuis le temps j'observe un petit peu comment se comportent les cultures quand ils sèment sous ce noyer. Effectivement on constate que les cultures sont souvent plus chétives. Et ma question c'est est-ce que ce phénomène il est lié à l'allélopathie du noyer, donc le noyer dégagerait des substances qui viendraient freiner la croissance des végétaux en place, ou est-ce que tout simplement on est dans une histoire d'accès aux nutriments, des accès à l'eau ou à la lumière. Et moi je pencherais plutôt pour la deuxième solution, mais parce que d'ailleurs si on observe sur nos territoires, même chez moi j'ai le cas aussi, mais en bordure de forêt, on voit souvent que les cultures en place sont concurrencées par les arbres, hein. Les racines des arbres empiètent de la hauteur sur le terrain, et donc on a un gros empiètement finalement sur nos surfaces de culture, et on voit souvent que les cultures sont plus chétives en bordure de forêt. Ce qui me permet de rebondir sur un des principes aussi qui est évoqué souvent en permaculture. Dans les 12 principes, on a favorisé l'effet bordure, favorisé l'effet lisière, et on axe souvent sur ces zones qui sont des zones de microclimat, etc. C'est quelque chose qui est très mis en avant en permaculture, et donc moi j'aurais tendance à nuancer ce principe parce que bien sûr que certainement qu'il existe des choses positives, des microclimats avec de la réverbération, des zones protégées du vent, etc. en bordure de lisière. Par contre je pense qu'on sous-estime cette histoire de concurrence, et encore une fois peut-être que si on donne à manger pour tout le monde, il y a à manger pour tout le monde, alors à ce moment-là il n'y aura pas trop de problèmes et tout le monde bénéficie des meilleures conditions pour leur développement. Dès lors que le paramètre dès lors on va pêcher sur un des paramètres, hein, de l'ordre des nutriments, de la lumière ou de l'eau, et ben à mon sens il n'y a pas photo, la culture potagère va pâtir de cette carence, alors que l'arbre, lui, il va forcément moins en souffrir, puisque son milieu racinaire lui permet plus largement de faire face qu'à une culture potagère. Voilà, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que on est, à force voilà, d'étudier les éléments de manière séparée, finalement, on perd la notion du tout, et donc dans un jardin en permaculture, plutôt que de se focaliser sur des trucs très précis, je pense qu'il est bon d'apporter de la diversité, que ce soit apporter des arbres dans le système, apporter des aromatiques dans le système, créer beaucoup d'interactions. De là à attendre des effets, comment dire, des effets directs, très efficaces et majeur, je pense qu'il faut le nuancer. Et encore une fois, il faut que ces tableaux qui sont tout faits nous servent à quelque chose, hein. C'est quand même du savoir acquis, et si ils apparaissent dans les bouquins, c'est qu'à un moment ça a dû faire un consensus de la part de pas mal de jardiniers, donc il faut en tenir compte. Mais il ne faut pas que ça devienne bloquant pour le jardinier, de même que plein d'autres principes voilà, qui sont nombreux en agriculture. Et encore une fois, pas perdre les aspects pratiques de vue, pas perdre les fondamentaux de l'agriculture aussi, qui sont là et qu'on connaît et qui fonctionnent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt.